Donc en fait, au parc naturel régional de la Narbonnaise, on mène un programme qui s'appelle la mer monte, qui a été engagé en 2018 avec le financement de la région, et pour lequel en fait on est plusieurs en fait au parc pour pouvoir animer ça. On a vraiment un groupe projet autour de ces sujets, et je pense que dans votre réseau, vous connaissez notamment Katialine Fortunescence, donc qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce matin. Mais on est aussi sur ce programme-là avec ma collègue qui travaille sur la culture, mon collègue qui travaille sur la question de la ressource en eau, le lien avec justement la salinisation des sols. On est vraiment sur une approche transdisciplinaire. Alors, je peux pas prendre la main en fait pour pouvoir passer les diapos, ou sinon je donne le. Ouais, bon, voilà, on va y arriver comme ça. Donc la mer monte, c'est quoi? Donc c'est vraiment pour nous un premier objectif qui était de mieux connaître. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait besoin de connaissances pour pouvoir engager une réflexion stratégique. Nous, le point de départ en fait du programme La mer monte, c'est vraiment ce besoin de mieux connaître le phénomène sur nos côtes, et la façon dont l'élévation du niveau de la mer va impacter en fait notre territoire. On a vraiment un déficit de connaissances en fait qui nous a engagés dans ce programme-là, qui a été aussi initié en fait grâce à notre conseil scientifique. Donc sur le parc naturel régional, on a un conseil scientifique qui est assez dynamique et qui du coup se réunit 1 ou 2 fois par an. Et c'est eux qui nous ont vraiment un peu mis le pied à l'étrier sur l'intérêt d'aller explorer en fait ces sujets-là. On a mêlé dans le programme La mer monte cet aspect connaissance, amélioration de la connaissance scientifique, avec un questionnement plus sensible en fait. On voulait vraiment avoir une approche plus sensible sur nos liens à la mer en fait, les liens de la population à la mer. Le tout étant destiné en fait à mettre le territoire en mouvement pour pouvoir justement se projeter et s'engager dans un processus d'adaptation à l'élévation du niveau de la mer. Donc vraiment mettre le territoire et les acteurs en mouvement. Euh, donc sur la diapo d'après, une des premières briques en fait de ce programme-là, c'est vraiment la connaissance. Donc on a démarré en 2018 avec un atelier de connaissance et de prospective avec un certain nombre d'élus du territoire pour savoir où on était en fait nos élus de la connaissance du phénomène, comment ils le percevaient. Ce qui a par exemple été relevé, c'est c'était un sujet prioritaire, qu'il y avait urgence à agir. C'est des choses qui sont ressorties de cet atelier-là. Comment on a construit cet atelier? On s'est basé aussi sur un travail qui avait été mené par une paysagiste. Alors un travail qu'elle avait mené initialement de son propre chef, mais sur notre territoire, qui visait à projeter en fait l'évolution du territoire avec 2 mètres d'élévation au niveau de la mer. Alors le trait était forcé, mais ça permettait de faire un parallèle avec la structure du territoire il y a 12 000 ans. Et du coup, elle a intitulé en fait son travail territoire, vers le réveil du Golfe antique, territoire d'île, et elle projetait finalement une prospective du territoire qui soit choisie, désirée, de manière à appréhender ce changement-là de manière positive. Nous, ça a fait écho aussi à des propos d'un sociologue là, qui est animateur du réseau des experts du changement climatique aujourd'hui, là, Guillaume Simonet, qui parle de l'adaptation silencieuse. Comment passer de l'adaptation silencieuse, cette adaptation finalement qui se fait sans qu'on en ait forcément conscience, à une adaptation choisie. Voilà, donc ça venait faire écho à ces éléments-là. Donc ça, c'était toute première brique en termes d'amélioration de la connaissance. On a également engagé un stage en fait pour pouvoir faire un peu la synthèse, toujours sur sur cette diapo-là, la synthèse de la biblio existante, parce que finalement on était sur un sujet où il y avait beaucoup de matière et on avait besoin de voir un petit peu, de trier un petit peu toute cette donnée-là, et puis d'harmoniser aussi les projections qu'on pouvait faire dans les plans de gestion que les différents collègues avaient à rédiger et à proposer sur les différents sites sur lesquels on avait à faire cet exercice-là. Donc voilà, un enjeu d'harmonisation en fait de ces plans de gestion.
La connaissance, ça a été aussi avec un travail confié à des finalement mieux connaître la perception des gens par rapport à cette élévation du niveau de la mer. Et donc on a notamment Hélène Dattler, la mer qui monte en moi, c'est un travail qui en fait l'a amené à rencontrer plus d'une vingtaine d'habitants en fait, hein, pour pouvoir capturer un petit peu leur sensibilité. Ce qui fait qu'on était parti nous du principe que en fait, on était sur un territoire où finalement il y avait un peu on avait ce sentiment qu'il y avait un déni de cette question d'élévation du niveau de la mer. On en revient en fait un peu du fait de ces entretiens, de ces contacts avec les gens, où il y a une perception quand même de ce phénomène. Par contre, voilà, il n'y a pas forcément d'action structurée pour pouvoir y faire face. Donc ça, c'est le volet connaissance. Sur le volet connaissance, sur la diapo d'après, on a également deux briques complémentaires. Donc la première qui rejoint la problématique qui a été soulevée sur la Camargue gardoise, donc cette problématique de salinisation des sols et des sous-sols, où du coup on a engagé un programme via un consortium avec la communauté d'agglomération, du Grand Narbonne, le BRGM, Supagro, pour mieux connaître en fait ce phénomène de salinisation des sols, savoir d'où il vient, comment potentiellement il peut être accentué par la question de l'élévation du niveau de la mer ou pas. Est-ce qu'on est plutôt sur des choses qui se passent plutôt sur des strates en sous-sol? Donc là, c'est un travail qui est en cours, qui sera finalisé vraisemblablement plutôt fin de premier semestre 2022 et qui montre quand même la complexité en fait de ce phénomène-là et qui embarque en fait dans le travail de diagnostic un certain nombre d'acteurs, y compris des agriculteurs, de manière à ce que ce qui pourra en émerger en termes de stratégie d'adaptation soit le plus partagé possible, parce que l'objectif c'est ça, c'est aussi de trouver collectivement des façons de s'adapter en faisant évoluer potentiellement des pratiques agricoles ou en travaillant sur de la relocalisation potentiellement, quoi. Donc ça, c'est un gros volet en termes de programme de recherche. En parallèle, sur un volet plus botanique et analyse de l'évolution des milieux, on a un travail de stage qui a été donc mis en place l'année dernière, alors dans un contexte un peu particulier avec le confinement, etc. Mais Juliette Prieur, là, qui a travaillé là-dessus, encadrée par notre par Katialine là chez nous et puis par notre conseil scientifique, a commencé à esquisser un protocole de suivi en fait des présalés, des fourrés halophiles en tant qu'indicateur de l'élévation du niveau de la mer. Vraiment se doter en fait d'un protocole qui nous permettra dans le temps de voir comment la réaction et l'évolution des différents milieux qui sont en lien avec les étangs sont du coup potentiellement un indicateur d'élévation du niveau de la mer. Et enfin, la dernière brique sur la diapo d'après qui alimente ce travail de connaissance, d'amélioration de la connaissance, c'est une contribution en fait assez forte du parc. Et là, en l'occurrence, c'est Katialine chez nous qui fait ça, en lien avec le SMAR et le SMDA qui ont engagé un travail de diagnostic en fait sur l'évolution du trait de côte et des structures qui jouent un rôle vis-à-vis des aléas littoraux, et surtout ce que s'est attaché à faire embarquer dans ce gros travail-là, c'est le rôle des zones humides en fait par rapport à cet enjeu-là, et le rôle des zones humides dans la protection au risque de submersion marine, quoi. Voilà, donc ça, c'est un travail qui est en cours pour mieux le comprendre et du coup avoir en tête aussi les services rendus et la façon dont c'est à prendre en compte dans des travaux plutôt stratégiques. Donc ça, c'était le premier paquet plus connaissances. Celui-ci permet plutôt de rappeler en fait sur cette diapo que le programme La Mer Monte, on mêle en fait cette connaissance liée à des sciences dures avec la collaboration avec des résidences d'artistes. Donc on a 3 résidences d'artistes qui se sont succédées depuis 2018, qui finissent là en fin d'année,
avec des médias aussi différents en fait, hein, des artistes qui sont très, on va le voir, qui ont des approches qui sont différentes, et qui permettent du coup de partager en fait ces enjeux-là en faisant appel à divers langages, à divers sens. C'est aussi pour ça que moi je soulignais le mot sensibilité, parce que c'est ça qu'on a exploré finalement grâce à leur intervention. Donc sur la diapo d'après, quelques illustrations avant de passer sur la partie vraiment purement résidence d'artistes, d'outils plus basés sur le design de politiques publiques en fait, qui nous ont permis aussi de travailler sur cette exploration des sens. Donc on a organisé une résidence sprint, donc, qui avait pour objectif d'imaginer des outils de médiation en fait, pour pouvoir sensibiliser les habitants, les élus, les agriculteurs aux enjeux de l'élévation du niveau de la mer. Donc ce sont des ateliers qui se sont déroulés sur 2 jours avec du coup une diversité de partenaires qui sont intervenus et d'acteurs, et qui nous ont permis de tester des prototypes. Le principe, hein, c'est sur une première journée, on imagine des prototypes. Là, c'est Étrange Ordinaire qui nous avait accompagnés là-dessus. L'après-midi, ils ont prototypé ça, et le lendemain, ils ont été le tester en fait en ville, dans différents points, pour voir un petit peu quelle était la réaction des gens sur ces prototypes-là. J'en prends un pour illustrer l'escabeau prospectif. En fait, on s'est dit, bah voilà, l'élévation au niveau de la mer, prendre appui sur un lieu en particulier, ça peut être parfois compliqué. On est toujours sur quelque chose que l'on transcrit à travers des cartes qui sont à plat, qui sont pas forcément faciles à ressentir selon, enfin voilà, c'est des choses qui nous étaient remontées par les élus qui avaient travaillé avec nous sur le premier atelier. Donc là, on a dit, on va engager le corps, en fait, on va proposer cet escabeau où on a une projection 2035-2050 avec une élévation du niveau de la mer en centimètres, et puis selon qu'on monte 1, 2 ou 3 marches, ben voilà, on se projette en 2035, 2050, 2100. Et ça a vachement marché, en fait, en termes d'accroche pour pouvoir sensibiliser au sujet. Et le millésime, en fait, était plutôt la façon d'interpeller un territoire qui n'est pas forcément littoral, enfin en bord de mer, à la question de la salinité, en fait. Juste le millésime 2100, en fait, l'eau elle est un peu salée, donc on proposait aux gens de goûter l'eau de 2100. Voilà, c'est plus des éléments pour interpeller en se basant sur finalement les sens, alors que souvent on n'est que sur le visuel pour pouvoir parler d'élévation du niveau de la mer. La diapo d'après, c'était pour illustrer, me semble-t-il. Bon, voilà, on avait fait un travail de mise en forme un peu des différents supports qu'on avait pu tester dans le cadre du programme La Mer Monte. Alors, on n'a pas encore fait de synthèse de l'ensemble du projet, mais on le fera certainement. Lecture de paysages, balades sonores, c'est plus pour montrer un peu la diversité en fait de ce qui a été proposé. Sur la diapo d'après, là plus un retour sur la façon dont on a du coup essayé de croiser les résidences d'artistes qui sont parfois plutôt sur une connotation humoristique avec ou décalée. Là, l'agence Plouf, c'était une agence éphémère d'immobilier avec un concours d'architecture flottante qui a été proposé, restitué dans le cadre des rencontres du plan climat. En fait, on a mêlé du coup les genres entre ce qui était vraiment très finalement plus technique, scientifique, et ce qui était plus de l'ordre de l'approche un peu culturelle et décalée, avec une opération de divan, un atelier d'urbanisme enchanteur. Alors c'est comme ça qu'Hélène Dattler, là, qui est intervenue, qui est architecte, qui est intervenue avec une école de Narbonne-Plage, a proposé aux enfants d'imaginer des structures flottantes pour pouvoir se projeter sur cette question de l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, vraiment une diversité d'approches et d'acteurs. Sur la diapo d'après, donc là, c'est plus le reflet du travail de Enrique Ramirez, qui est un vidéaste, un artiste chilien, qui lui a une approche plus à la fois poétique et dramatique, on va dire, par rapport à cette question de l'élévation du niveau de la mer, qui a du coup réalisé une exposition en fait sur le territoire en lien avec ça, des petits courts-métrages, des enregistrements sonores. Et ce qui est intéressant en fait, peut-être à souligner dans le travail qu'a fait chacun des artistes, c'est que finalement ils étaient associés au groupe projet. Donc on a beaucoup échangé avec eux, y compris sur la question, la connaissance
scientifique telle qu'on l'appréhende aujourd'hui. Enrique Ramirez, par exemple, a fait intervenir dans une de ses œuvres Guillaume Simonet, qui est l'animateur du RECO. Voilà, il y a un mélange en fait comme ça de cette fibre artistique et puis de l'apport scientifique pour pouvoir finalement enrichir la démarche de chacun. Je pense que je vais déborder de mon temps, donc la diapo d'après. En fait, c'est un programme qui est très pluriel, quoi. Donc, c'est compliqué de le ramasser en quelques diapos. Donc, au-delà de ce volet un peu diversité des médias, il y a vraiment l'idée aussi d'imaginer et de se projeter, en fait, dans l'avenir. Et donc là, on a plutôt exploré différents types d'outils pour pouvoir outils médias pour pouvoir le faire. Donc l'apport des paysagistes qui vraiment ont aidé à proposer des animations qui permettaient aux gens de se projeter dans un territoire avec une élévation au niveau de la mer de 80 cm, 1 mètre. Une lecture de paysage où on a proposé un regard croisé entre le risque incendie sur le massif de la Clappe et la question de la submersion marine à travers cette lecture de paysage. Alors à chaque fois c'est des animations, finalement on n'a pas énormément de monde, on avait une douzaine de personnes, mais du coup c'est très propice aux échanges. On a testé aussi le bac à sable à réalité augmentée pour pouvoir être sur des choses un peu plus interactives que du coup des cartographies en plan. Et puis la dernière résidence d'artiste qui est en cours, qui est pas encore finie, là, qui finit en fin d'année, c'est une narration dessinée qui a été confiée à Audrey Spiry et qui fera l'objet en fait d'une publication dans notre collection Territoire réel, imaginaire et rêvé, qui finalement existe depuis un certain temps, mais qui colle bien avec cet enjeu à la question d'élévation du niveau de la mer. Voilà l'idée de se projeter. La diapo d'après, je crois que c'était pour souligner la diversité des acteurs, en fait, à travers les différents temps, que ce soit les résidences d'artistes, le sprint créatif. On est vraiment à chaque fois dans des espaces d'échange transdisciplinaires qui permettent finalement de croiser les approches des gestionnaires, de paysagistes, d'experts, d'élus. Alors c'est peut-être ça là, finalement la plus-value de ce programme, c'est de croiser en fait les perceptions. Et puis peut-être un dernier mot sur cet aspect-là, sur la façon de créer les synergies entre acteurs, donc mettre en perspective sur cette année les rencontres scientifiques La Mer Monte, donc, qui nous ont été suggérées par notre conseil scientifique, qu'on avait déjà programmé l'année dernière, et puis déprogrammé, et puis reprogrammé. Donc là, ça y est, on est bon, on va pouvoir vous l'annoncer en primeur. Donc le 19 novembre 2021, on reprogramme nos rencontres scientifiques La Mer Monte, où l'idée, c'est vraiment de proposer un temps d'échange et de partage sur l'état de la connaissance par rapport à l'élévation au niveau de la mer, avec des interventions normalement de personnes comme Éric Chaumillon, qui ont testé des choses aussi à travers son spectacle Et la mer monte là sur La Rochelle. Et puis on avait à cœur de créer du lien aussi avec le travail qui est mené par les collègues du Parc Marin et la démarche Ambition Littorale, parce que finalement nos démarches elles sont très très complémentaires voilà. Le travail qui a été mené aussi par l'AMPU, qui est intervenu donc, sur les opérations d'Ivan et sur l'agence PUF, l'agence immobilière éphémère, ça a donné lieu à un spectacle qui s'appelle L'eau sur le divan, qui a été programmé à plusieurs reprises lors des Assises de l'énergie à Dunkerque. Donc là, on voit que ça infuse, donc on est assez content que ça puisse inspirer, quoi. Je crois que c'était ma dernière diapo, non ? Bon, après, voilà, c'était plutôt pour souligner les spécificités du programme, mais ça, je l'ai dit, sur l'approche transversale. Et puis la pluralité, en fait, des partenaires qui sont engagés, parce qu'à chaque brique, en fait, on a vraiment un pool de partenaires techniques et financiers qui vient contribuer à ce projet. Voilà, j'ai peut-être fait un petit peu long, je suis désolée. Non, je pense que ça ira. Merci beaucoup, Tiffaine. C'est super intéressant, en tout cas. Moi, ça m'amène plein de questions, mais je vais vous laisser commencer. Si vous avez des questions à poser à Tiffaine sur ce programme. Et si personne n'en a, je me lancerai. Je vais pas lever la main, mais je lève à l'écran. Ouais, merci. C'est vrai que c'est très riche. Alors, je voulais qu'elle nous rappelle depuis combien de temps, en fait, ils ont commencé le programme, parce que c'est vrai que j'avais un peu l'info par Katialine, mais pas dans le détail. Alors, depuis quand,
Quand est-ce qu'en fait il va y avoir une valorisation des travaux, alors peut-être plus sur Internet et qu'on pourrait relayer. Moi, c'est vrai que ça me rappelle ceux qui avaient été portés par le parc de Camargue aussi pour justement aussi les risques de submersion. Enfin, de toute façon, on retrouve un peu les mêmes acteurs comme l'AMPU, qui tournent un peu en dérision des problèmes de territoire et de zones humides. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'ils sont par chez vous. Et je voulais savoir en troisième point si en fait il y avait un accompagnement et donc études sociaux qui permet de faire un point entre l'état zéro de la sensibilité des connaissances des gens et là cette progression au fil du temps sur leur représentation du territoire et du coup comment ils ont tenu compte en fait de tout ce programme. Voilà. Alors, ça fait un peu 3 questions. Alors, il y en a des plus faciles que d'autres. Oui, alors depuis combien de temps et tout ça, c'est. Ouais. Oui. Alors, on a démarré en 2018. Vraiment, notre première étape, c'était cet atelier en fait connaissance et prospective avec les élus en juin 2018. Et enfin voilà, tout a démarré là. La valorisation des travaux. Alors, on a fait des fiches de synthèse intermédiaires qui vont être mises en ligne sur notre site internet. Mais pour l'instant, on n'a pas fait une valorisation, enfin une capitalisation un peu globale. Mais on l'a prévu plutôt fin de premier semestre 2022. En fait, on est en train de réfléchir à voir comment, avec la fin du programme Salin, sur la question de la salinisation des sols et des sous-sols, on peut arriver à finalement compiler un temps de valorisation et de partage avec les habitants. En fait, on aimerait bien avoir un point d'orgue comme ça. Sachant qu'on ne peut pas vraiment finir un programme comme celui-ci, enfin, c'est jamais qu'une amorce, donc on aimerait bien être sur un format, pour l'instant on est plutôt sur des réflexions internes, mais de type climaton, pour pouvoir se projeter sur la suite en fait, parce que on est plutôt sur une amorce de dynamique que sur quelque chose qu'on a envie de clôturer. Donc ça c'est des choses qu'on réfléchit, et puis pour pouvoir capitaliser notamment à destination de nos élus, ce qu'on prévoit... J'en ai pas parlé effectivement, c'est cette année, c'est l'élaboration d'une mallette de médiation à destination de nos élus en fait. Alors soit sous forme enfin, on doit co-construire en fait le format, mais l'idée étant de capitaliser un petit peu toutes ces données pour qu'elles soient mises à disposition de nos élus quand ils ont des projets où ils ont besoin, dans le cadre d'un PLU ou autre, de parler de ce sujet-là avec leurs habitants. Voilà, ça sera une forme de capitalisation finalement, quoi. Oui, mais du coup, vous passez pas par le travail donc d'une personne en sociologie ou en psychologie, justement, pour que cette mallette de médiation soit vraiment justement un discours entendable, appréciable par le tout un chacun. Ben, on souhaite, on avait plutôt identifié le fait de s'entourer de compétences plus de design de politique publique en fait, puisque enfin, dans la continuité de ce qu'on avait fait là sur le sprint créatif. Mais enfin, moi j'entends la remarque et je me dis que ça peut être quelque chose qu'on peut embarquer peut-être de manière un peu plus soutenue, notamment. Enfin, on a quelques sociologues dans notre conseil scientifique, ça peut être aussi l'occasion de le faire. Et puis on est sur des sujets sur lesquels on est particulièrement sensible aussi. Donc après. C'est vrai que comme on l'a pas anticipé, on n'aura pas forcément de point zéro, si ce n'est de le faire ressortir des différents travaux qu'on a pu faire, quoi. Voilà. Mais je trouve que c'est une suggestion qui est intéressante et qu'il faudrait qu'on embarque peut-être systématiquement dans les projets, en fait. Oui, bah oui. On pourra d'ailleurs échanger à ce sujet-là parce que nous, on travaille plus particulièrement avec une psychologue de l'environnement, justement pour cet aspect maladaptation, changement de point d'ancrage pour améliorer la solidarité sur les territoires, notamment territoire de zone humide, avec un littoral qui pose vraiment question. Donc oui, enfin voilà, on est tout à fait prêt à en discuter avec les personnes aussi qu'on connaît de cet univers-là. Et alors après, bon, je poserai une autre question, mais je laisse un peu les autres parler parce que je peux pas prendre tout le temps non plus. Je crois que Michel avait effectivement moi, je tiens à féliciter tout le travail que vous avez fait, et c'est un travail considérable. Donc, je me posais la question, il y a tellement de choses, oui. Vous allez arriver à l'ordonner, parce que moi, il y a plein de choses. Le côté artiste m'intéresse énormément, parce que j'ai essayé en tant que maire de créer justement des ateliers d'artistes, etc. Mais de toutes ces branches, je dirais, que vous avez entreprises, comment vous allez le simplifier pour le simple citoyen ?
Est-ce que vous y arriverez? Est-ce que vous pouvez arriver à sensibiliser le simple citoyen avec tout ce que vous avez fait? Je crois que ça sera le plus difficile. En fait, c'est le défi qu'il faut qu'on relève maintenant. En fait, à partir de tout ça, comment on continue d'alimenter, enfin de l'alimenter, parce qu'il y a des choses en termes d'amélioration de la connaissance qu'il faut continuer à alimenter, mais comment effectivement, on partage et oui, tout à fait. Ouais, c'est le défi à relever pour demain, mais pas tout seul. Je pense qu'en ça, les liens qu'on peut avoir avec la démarche ambition littorale ou enfin, il faut les, c'est vrai que ça se travaille quoi pour pouvoir continuer à partager tout ça. Et puis il se passe des choses ailleurs aussi, hein. Moi le show scientifique là et la mer monte qui a été fait sur le littoral atlantique, je le trouve génial quoi, pour partager ces sujets-là de manière un peu décomplexée, sans non plus être dans une approche angoissante. C'est ça aussi l'enjeu de ces sujets-là, quoi. De toute façon, je crois que c'est nous qui serons obligés de passer le message, parce que ce qui est inquiétant, c'est que l'État, aujourd'hui, il est absent dans ces messages de la mer monte. Il imposera des contraintes administratives ou de hauteur, mais lui, il parle pas, hein. Il va laisser aux élus locaux de passer le message aux citoyens. Hein. Donc, le travail que vous faites, c'est très important et très intéressant. Ludovic? Oui, alors moi je voudrais souligner aussi, le travail qui a été mené par le PNR, c'est, vraiment un super travail hein, avec ce double volet connaissance et sensibilisation. Après, juste une réflexion personnelle. Moi, je m'interroge. J'ai l'impression qu'il y a à ce jour pas mal de différents projets sur les territoires, hein, qu'on accumule de la connaissance, que quand même on le sait, que la mer elle monte, on sait qu'il y a des changements. On essaye de développer des outils de sensibilisation, mais j'ai l'impression que derrière, il n'y a pas d'actions concrètes qui se font. Comment est-ce qu'on on transforme ces différents essais en actions concrètes et comment est-ce qu'on les prend en compte sur les territoires? Ça revient un petit peu tout à l'heure aussi avec ce que je disais, le mot coopération, hein, des programmes de montée du niveau de la mer, d'adaptation au changement climatique. Il y en a plein qui sont portés par différentes instances, par différents établissements. Comment est-ce qu'à un moment donné, on transforme tout ça en quelque chose de concret qui va réellement apporter quelque chose sur les territoires et provoquer un changement sur les territoires? Voilà, c'est un petit peu mon interrogation. Ça rejoint un peu, toutes les questions qui ont été posées, toutes les remarques, les questions que je voulais poser à Tiffaine. Effectivement, moi j'avais l'aspect culturel qui m'intéressait énormément parce que je trouvais que, alors en plus ça a commencé en 2018, donc moi je trouve ça incroyable tout ce qui a été fait en si peu de temps, effectivement. Donc j'avais des questions sur la mise en place de ces résidences d'artistes. Alors peut-être rapidement et puis on pourra en rediscuter ensuite, hein, parce que moi c'est pas du tout mon milieu et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir comment on peut arriver à mobiliser autant d'artistes sur un territoire, sur un sujet tel que celui-ci. Et effectivement, en lien avec la question de Nathalie par rapport à l'accompagnement de sociologues et de Ludovic, ma question c'était, vous aviez fait effectivement des entretiens au début avec une vingtaine de personnes, alors ça peut paraître peut-être pas beaucoup, pour avoir un peu la capture de la sensibilité, tu disais, des habitants par rapport à ce sujet. Et effectivement, au bout d'un certain temps, alors j'imagine que c'est ces artistes-là qui sont censés sensibiliser lors de leurs prestations. Finalement, il y a un public et donc du coup, ça sensibilise ces personnes-là un petit peu. Mais comment effectivement ça se visualise, ça se concrétise sur le territoire maintenant, par rapport effectivement au changement de pratique et aux actions futures liées à cette sensibilisation? Est-ce que les gens ont des changements, enfin les habitants, des changements de comportement un petit peu, et est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place? Mais bon, 3 ans, c'est vraiment, il y a tellement de choses qui ont été faites déjà en 3 ans sur la sensibilisation, et bon, pour moi, c'est compliqué qu'il y ait aujourd'hui déjà peut-être des choses concrètes. Il faut du temps, il faut que ça se mette en place.
Et c'est toujours sur du très long terme, ces changements de comportement et de conscience, en fait. Bon, bref, pour dire que c'est très très riche, effectivement, et que ça amène beaucoup de questions et beaucoup de... En fait, je pense qu'il faut surtout se dire qu'on était sur une mise en mouvement par rapport à un sujet qui était peu appréhendé, sur lequel même nous, au parc, selon la façon dont nos élus l'appréhendaient, on n'avait pas forcément toute l'attitude pour pouvoir parler du sujet et puis projeter des chiffres. Donc, je pense qu'en 3 ans, ce qu'on peut évaluer, c'est qu'il y a eu une mise en mouvement, on a parlé du sujet, alors que jusqu'à présent, on n'en parlait pas. En soi, c'est peut-être déjà, un pas. C'est un pas pour aller vers la suite, quoi. Après, sur la mise en place des résidences d'artistes, en fait, on travaille avec notre collègue qui est chargé de la culture et qui fait ça tout le temps, mais sur des thèmes différents. Et là, on s'est coordonné pour se dire, là, sur les 3 ans qui viennent, on fait un zoom sur l'élévation au niveau de la mer monte, et on met tous nos moyens en commun. Donc moi plutôt sur la question des ateliers de médiation, le lien avec les rencontres du plan climat, etc. Katia-Line sur le volet plus milieu, évolution des zones humides, biodiversité. Fanchon-Richard qui chez nous est sur le paysage, sur cette entrée paysage. Eric Voc qui est sur la question de la ressource en eau pour l'animation du programme Salin, et Nathalie Pou qui est sur le programme culturel avec ses interlocuteurs habituels, la DRAC, sa connaissance du panel des artistes. Et finalement, c'est ce pool-là qui fait qu'on a une diversité, parce que chacun, avec ses réseaux, avec ses modes de financement de ses projets, a mis en commun. Sinon, nous, on sait pas faire. Enfin, moi, je sais pas faire, quoi. Une résidence d'artiste. Nathalie, elle sait faire ça. Donc, c'est vraiment plus ce croisement des réseaux qui a fait cette richesse de programmes, et qui fait que du coup on a cette sensation de foisonnement, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été produites. Après, moi c'est vrai que j'avais tendance à considérer les résidences d'artistes comme un mode de médiation. Pour Nathalie, c'est une œuvre, c'est une création artistique en tant que telle, qui a pas forcément une vocation. Pour l'artiste, c'est l'œuvre pour l'œuvre, quoi, avec un thème. Mais faut qu'on fasse attention à pas dévoyer en fait la résidence d'artiste pour des usages tels que nous on les concevrait, en fait, plus de sensibilisation. À la base c'est une création d'artiste, quoi. Après, effectivement, elle a cet effet-là de sensibiliser, d'ouvrir à d'autres sens, mais on ne classe pas, par exemple, dans les outils de médiation, en fait. Voilà. Mais c'est aussi respecter le travail des artistes et la façon dont c'est conçu, quoi. Et ça interpelle beaucoup. Donc ça peut aider quand même, parce qu'effectivement, ça interpelle. Ah oui, ça interpelle, et on voit que quand on a des événements, on avait fait une conférence comme ça lors de rencontres sur le climat d'un expert du changement climatique, mais avant son intervention, il y avait une intervention de l'AMPU qui restituait le travail là sur l'agence éphémère là sur l'architecture flottante. Cette approche décalée, elle permet d'alléger aussi le sujet, et même cet expert scientifique, c'était Gaël de Rive qui était intervenu, il s'est fait cette réflexion-là, quoi. Est-ce qu'on n'est pas à un moment arrivé à un stade où il faut du coup beaucoup plus aborder ces sujets-là, avec aussi ce point de vue de l'artiste qui rend le sujet peut-être un peu plus, qui permet d'aborder des sujets qui sont parfois lourds, mais de manière plus légère. Très bien. François-Xavier, peut-être une dernière question, et ensuite on laissera la parole à Grégory pour avoir le temps d'échanger en suivant, sachant que les deux sujets se rejoignent et on pourra continuer. François-Xavier ? Alors, pas forcément une question, une réaction. Je voudrais vous remercier pour ce que je viens de voir, d'une vraiment très bonne qualité, et ça m'ouvre plein de perspectives, en fait, de réflexion. La première chose que je voulais dire de mon ressenti, c'est que je trouve que le message scientifique ne passe jamais aussi bien que quand il est traité de cette manière-là, et je ressens dans tout ce que je viens de voir énormément de qualité scientifique sous-jacente qui est mise en avant par cette vision artistique, et ça c'est
c'est parfait parce qu'effectivement, ça permet de faire passer un message sans s'en rendre compte. Après, sur un autre plan, il y a un point particulier. Alors, j'ai accroché cette diapo-là parce qu'elle m'a beaucoup plu. Je fais de la cartographie au quotidien et je m'aperçois effectivement que la cartographie, bien qu'elle explique très bien l'évolution du niveau de la mer, elle a du mal à être acceptée. C'est pas facile en fait de lire une carte, c'est pas facile de se voir dans une carte et je trouve que l'escabeau prospectif, c'est juste génial. C'est génial parce que on peut pas faire mieux que mettre la personne in situ et de lui dire voilà, vous avez peut-être pas forcément compris la carte, mais ça c'est parfait. Voilà, je voulais vous féliciter pour ce choix-là. C'était vraiment une très très bonne idée. Alors c'est le fruit d'un travail collectif justement sur ces fameux ateliers. D'ailleurs, il y avait les gens avec qui tu travailles. Il y avait Florence, Grégory, qui travaille avec vous là, Lanzoretti. J'ai oublié son prénom. Oui, Provence Lanzellotti, ouais, voilà. De l'Observatoire. Ouais, donc il y avait vraiment une multiplicité d'acteurs qui sont à l'origine finalement de la création de ces prototypes-là, quoi. Mais il y avait aussi des artistes. Et ça nous a fait sortir de notre champ finalement de réflexion habituel, je pense. Écoute, Grégory. Ah, pardon, Nathalie. Une remarque, parce que c'est vrai qu'en retour de ces travaux, et comme ça ressemble aussi un peu à tout le travail qui a été fait en Camargue, notamment via l'AMPU, peut-être de refaire le point avec Laurence Nicolas, donc sociologue là-bas, sur son ressenti, c'est-à-dire après ces travaux justement qui ont permis de faire un peu tomber la pression qu'il y avait sur autour de cet imaginaire du delta de Camargue et des risques de submersion. Quel est son ressenti sur les gens actuellement, les Camarguais, peut-être aussi se rapprocher de Lisa à la Tour du Vala. Alors je vous transmettrai les contacts pour ces personnes qui travaillent sur la gestion, mais sur le volet sociologique aussi, et qui ont mené des enquêtes bien sûr auprès des gens du Delta. Ce travail-là, Nathalie, il a été fait il y a combien de temps à peu près? Eh ben justement, là maintenant on en est à peu près, ça a dû commencer il y a même pas une dizaine d'années. Donc on commence à avoir pas mal d'années de recul maintenant. Il y a un peu de recul, ouais, du coup. Et maintenant que la mer entre dans le Delta, qu'il y a une digue maintenant qu'on ne refait plus, c'est intéressant d'avoir ce retour. Après le travail avec l'AMPU, le travail des artistes aussi du Delta, qui viennent en résidence aussi régulièrement entre Port-Saint-Louis et le cœur du Delta. Donc peut-être avoir un peu un retour sur ça, c'est intéressant. C'est le même style en fait. Ils ont abordé les choses peut-être d'une manière différente, mais je pense que oui, ça serait intéressant de faire le point avec ce retour d'expérience. Et de voir ce qu'il manque. Ce serait intéressant aussi peut-être aussi d'avoir, pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur le sujet, je ne sais pas si c'est possible, et puis même sur d'autres sujets, d'avoir un listing, au moins un peu un répertoire des artistes qui travaillent sur le sujet, des sociologues qui travaillent sur le sujet, parce que quand on connaît pas et qu'on n'est pas dedans, c'est pas forcément facile de trouver des personnes compétentes, dans ces domaines-là. Donc je sais pas si, en plus, comme tu disais Nathalie, que c'était un petit peu les mêmes personnes qui avaient travaillé aussi sur la Camargue, si c'est possible Oui, on peut partager ça avec le parc avec le parc de la Narbonnaise et le parc de Camargue. C'est pas que c'est bien. On pourrait mettre à disposition des gestionnaires, parce que peut-être que sur d'autres sujets ça peut fonctionner aussi. Ce sont des artistes, sur les sociologues aussi, pour pouvoir partager un peu cette expérience. Je suis assez d'accord avec toi. Merci. Grégory, nous te laissons prendre la suite. Ouais, je vais essayer de partager du coup l'écran. J'ai un peu plus de chance que Tiffaine, c'est moi qui vais pouvoir piloter normalement la présentation. Sophie a fait ça bien quand même. Oui, très très bien. Alors voilà, normalement ça charge. C'est bon, vous avez l'écran? C'est parfait. Allez, super, on est parti alors. Donc je refais pas la présentation, on est bien sur le 3e café, ça a été très bien présenté tout à l'heure, plusieurs fois, donc voilà, on va passer directement à la suite. Donc la suite en fait aujourd'hui, ça va être une présentation du recueil des outils de sensibilisation au risque côtier. Donc c'était vraiment une demande un peu spécifique, c'est un point de notre travail. Donc ça a été fait dans le cadre de la démarche Ambition Littorale, qui est portée par le Parc Marin, donc OFB, Office français de la biodiversité maintenant.
Voilà, donc très rapidement, l'ordre du jour, j'ai découpé ça en 4 petits points. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait ce recueil? Ensuite, je trouvais intéressant de vous expliquer comment ce qu'il a été conçu, parce que ça a quand même été un gros boulot. Vous présenter quelques exemples qui ont été testés ou qui ont été présentés lors d'un atelier. Et puis ensuite, très rapidement, comment est-ce qu'on envisage la suite pour ce recueil-là. Je suis resté sur le recueil des outils de sensibilisation. Alors, la genèse de ce recueil, elle est importante. Enfin, elle vient d'un constat d'un manque d'outils de sensibilisation sur le risque côtier, et notamment en Méditerranée. Alors, quand on parle de risque côtier, c'est un mot qui est utilisé régulièrement. On a 2 termes qui sont derrière pour nous, c'est la submersion marine et c'est l'érosion du littoral. Voilà, donc après on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, tout ce qu'on veut devant, mais quand on parle de risque côtier, ce sont ces 2 termes qui sont utilisés et qu'il faut entendre. Ça permet de simplifier le discours, mais en tout cas, on parle de submersion marine et d'érosion du littoral. Donc ce constat, en fait, il remonte à loin. Je vais pas refaire tout l'historique, mais par contre, il vient du séminaire qu'on a organisé en mars 2018, qui avait pour thématique érosion, climat, quel littoral pour demain. Et ce séminaire, il était là pour faire se réunir à la fois les élus, les techniciens, les gestionnaires, les services de l'État notamment, autour de cette thématique de risque côtier, de l'érosion, du climat, et de faire un état des lieux de nos connaissances actuelles et de nos besoins, surtout de nos manques, de toutes les lacunes qu'on pouvait avoir, et notamment la plus grosse des lacunes, c'était la discussion entre ces différents acteurs. Voilà, donc il s'en est suivi en fait une feuille de route, la feuille de route Ambition Littorale, et donc voilà ce recueil là aujourd'hui, ce recueil des outils de sensibilisation, il intervient dans le cadre de cette démarche Ambition Littorale. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce recueil? Ça nous a permis en fait de préparer un atelier qui était dédié à la sensibilisation au risque côtier. Atelier qui faisait un focus un petit peu sur la culture et la mémoire du risque, mais pas que, qui a eu lieu en décembre 2019, donc dans le cadre de la démarche Ambition Littorale. Donc c'était le 3e atelier de la démarche. On a eu un premier atelier qui était sur la connaissance, qui a eu lieu en avril 2019, et on a eu un 2e atelier qui était pas vraiment un atelier de travail comme on les envisage, mais plus une journée d'échange et de discussion sur la compétence GEMAPI en milieu littoral. Voilà un petit peu pour resituer un petit peu le cadre de ce recueil, dans le cadre de la démarche Ambition Littorale. Donc la conception du recueil en lui-même, on est parti d'un formulaire en ligne, qui nous a permis de collecter l'information. Et cette collecte s'est faite à l'échelle nationale. Ça a été relayé par tout un tas d'acteurs. On les remercie tous d'ailleurs, tous ceux qui ont permis de relayer l'information. Et qui nous a permis de toucher tous le maximum en tout cas de gestionnaires, parce que c'est souvent les gestionnaires qui ont développé des outils de sensibilisation sur le risque côtier. Alors comment est-ce qu'on l'a mis en place ce questionnaire? C'est simple, je pense que vous voyez pas tout à fait mon écran, il doit y avoir un petit cadre là en haut, mais on s'est associé en fait à 2 associations, Label Bleu et Graines Occitanie, qui sont des associations d'éducation à l'environnement et au développement durable, qui nous ont accompagnés sur la mise en place de ce questionnaire. C'est un questionnaire en ligne, tout ce qui est le plus basique, mais qui nous a permis en fait de recueillir tout un tas d'informations et d'uniformiser le rendu du recueil. Le recueil, il a été construit en forme de fiche. Donc c'est vraiment un recueil. On a tout un tas de fiches qui vient présenter les outils de sensibilisation sur les risques côtiers. Et toutes les fiches ont été construites de la même manière. Elles intègrent à la fois donc le nom de l'outil, forcément, mais également l'organisme qui a créé l'outil. Ça permet d'identifier plus facilement cet organisme. Ensuite, on a voulu, en quelques mots, en quelques lignes, la fiche, elle est simple, comme vous pouvez voir, là, c'est un exemple de fiche type. On a voulu vraiment, avec le minimum d'informations, mais le maximum d'informations quand même. On l'a voulu simple, pédagogique, et qu'en un clin d'œil, on arrive à voir à peu près les premières informations importantes, qui étaient donc le format principal de l'outil. Donc là, par exemple, on voit que c'est un outil de formation. On voulait aussi qu'il y ait les objectifs pédagogiques qui apparaissent de manière assez succincte, donc en quelques mots comme ça, que le public cible soit également identifié de manière assez visuelle et assez succincte, avec 4-5 mots-clés uniquement. L'approche pédagogique également, en 2-3 mots-clés, comme ça, là qu'on voit assez rapidement et assez facilement quelles sont les approches principales de cet outil-là.
Après, ce qu'on voulait aussi, c'était un visuel, une image, une photo. Donc on a sur chaque page, sur chaque fiche, on a une petite photo qui vient identifier un petit peu, qui vient présenter cet outil. Et par contre, là où on a un peu plus de texte, c'est sur la description de l'outil, parce que c'était quand même assez compliqué pour certains, enfin surtout, il y a des outils un peu plus complets. C'était assez compliqué de faire ça en quelques mots-clés. Donc là, on a autorisé à avoir un petit texte un petit peu plus complet. Et ensuite, on a un petit cartouche sur le bas qui vient présenter les contacts et les liens importants. Donc, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut retrouver l'outil en ligne? Le contact mail et le contact téléphonique pour qu'éventuellement, si cet outil vous intéresse, vous puissiez assez facilement aller contacter la personne qui l'a déployé. Voilà, donc ça, c'est vraiment la présentation type d'une fiche. Là, je vais vous présenter quelques outils qui ont été présentés lors de l'atelier de sensibilisation et qui sont tous présents dans le recueil. Hein. Donc le recueil, ouais, d'abord effectivement un petit retour. J'aurais pu le présenter avant. Ça, c'est la table des matières. Donc cette table des matières qui est dans le guide, hein, dans le recueil, elle vient présenter l'ensemble des fiches présentes. On les a regroupées par type d'application. Voilà, à un moment donné, il fallait qu'on les hiérarchise. C'était soit par ordre alphabétique. Bon, ça n'avait pas forcément de sens à notre niveau, donc on s'est dit voilà, on va plutôt les regrouper par type. Donc là, on a les applications smartphone, on a les campagnes de sensibilisation dans lesquelles, vous voyez la petite flèche là, on a la mer monte d'ailleurs. Donc vous avez une bonne présentation tout à l'heure, je reviendrai pas dessus volontairement. On a des jeux, on a des ouvrages aussi, on a les films, voilà, on les a tous regroupés par type. C'est ce qui nous semblait le plus cohérent. Voilà, et donc là je vais vous présenter 4 ou 5 exemples qui matchent à peu près dans chacune des types d'outils qu'on peut rencontrer dans le recueil. Donc le premier outil, c'est celui sur la flèche participative, sur la mémoire du littoral. Donc c'est un outil qui a été développé par l'association Label Bleu, qu'on a mis en pratique lors de l'atelier sensibilisation, et qui permet sur certaines thématiques de pouvoir voir si la mémoire des gens en fait sur les risques littoraux, elle est bien présente. Voilà, là vous avez un exemple, hein, mais on s'aperçoit, c'est pas une découverte, mais on s'aperçoit que la mémoire des gens elle est quand même assez courte en termes de tempêtes et d'impact des tempêtes, par exemple. On s'aperçoit, et là on le voit bien sur l'image, hein, on a sur les 20 dernières années, on a une densité de post-it, donc les post-it nous ont permis d'identifier le type de tempête, etc. Et on s'aperçoit qu'au fil des années, en fait, la mémoire s'estompe. Et bon, voilà, c'est pas nouveau, c'est pas une découverte. Mais c'est bien de pouvoir le matérialiser et c'est bien de pouvoir montrer que c'est pas parce qu'on se souvient pas qu'il n'y a pas eu de tempête, ou qu'il n'y a pas eu de dégâts, ou qu'il n'y a pas eu d'action sur le littoral. Voilà, donc c'est une petite illustration qui est assez intéressante, qui est assez facile à mettre en place. Un autre, c'est plutôt une application smartphone, donc qui fait appel un petit peu à tous. Vous pouvez tous renseigner en fait cet outil-là. C'est l'application Rivage qui a été développée par le CEREMA. Vous avez le petit code, comment on appelle ça, le petit code, la QR code en bas à droite. Vous pouvez le scanner et ça vous amène directement sur l'application. Et cette application vous permet à tous de noter votre observation du rivage. Alors, vous allez vous balader sur la plage, vous allez à la plage avec vos enfants, en été, en hiver, peu importe. Votre application, vous avez dans le téléphone, vous mettez les pieds au bord de l'eau et clac, vous faites une petite prise de voilà, pour moi aujourd'hui le littoral est là. Donc c'est participatif et ça permet de suivre l'évolution du littoral au vu de la sensibilisation des personnes. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Par exemple, on peut parfaitement aussi envisager que tout le monde n'a pas la même perception de qu'est-ce que le littoral et où est la limite du rivage ou la limite du jet de rive, par exemple. Voilà. Donc c'est intéressant aussi et c'est participatif. Donc c'est pas mal avec ses limites, mais c'est assez intéressant. Un autre exemple qui est assez marquant, qui est assez visuel, c'est porté par une ONG qui s'appelle Bleu Versant à La Rochelle et qui s'est amusé à peindre en bleu les arbres suite à des différents aléas de submersion. Donc voilà, donc là on voit sur les images où est-ce que la mer est montée, par exemple. Voilà, c'est le niveau de l'eau après une tempête, après une phase de submersion. Donc c'est assez parlant. Là, on voit la personne qui est couchée. En fait, voilà, elle est couchée sous l'eau, quoi. Donc ça rejoint un petit peu le petit trépied, là, le petit escabeau de la mer monte, où des actions comme ça assez visuelles permettent de se dire attention, ouais, aujourd'hui on est il fait beau, la mer est calme, la mer est loin, mais en fait quand on a une grosse tempête, quand on a une grosse submersion, finalement tout est recouvert par l'eau de mer.
Quelques exemples qu'on a testés lors de l'atelier sont des maquettes. Alors ça paraît tout simple, mais c'est hyper parlant d'avoir une maquette d'un bassin versant. Donc on voit assez mal, hein, mais il y a la mer en bas. Donc ça va jusqu'à la mer. C'est vraiment le bassin versant jusqu'à la mer, et c'est hyper parlant. Surtout que ce sont des maquettes qui se mettent en eau. Donc on voit l'eau qui coule depuis le bassin versant et qui arrive en mer. On l'a utilisé avec des enfants aussi. Ça marche vraiment bien. Ça leur permet vraiment de comprendre. Ils voient leur village, ils voient leur rivière, ils arrivent à reconnaître, ils voient leur plage. Et du coup, de leur montrer avec du polystyrène, malheureusement, mais avec des billes de polystyrène, de montrer le déplacement du sable depuis la montagne jusqu'à la mer. Et puis après, de mettre en mer des digues ou de mettre des brise-lames ou des choses comme ça. Ça leur permet de comprendre que effectivement, le sable, il a un trajet, et puis le trajet, il est perturbé par l'homme. Il est perturbé par un barrage sur la rivière, mais il est aussi perturbé par un point dur qu'on aurait mis sur le littoral. Donc ça, super intéressant. Le bac à sable, malheureusement, on devait l'avoir le jour de l'atelier, puis on n'a pas pu l'avoir pour des contraintes de grève. C'était pas encore le Covid, mais c'était des grèves à l'époque. On l'aura. C'est notre prochaine étape. En septembre 2021, normalement, avec un an de retard grâce à la crise sanitaire, on prévoit d'organiser 2 journées de sensibilisation du public. Et donc, normalement, le bac à sable devrait être mobilisé à ce moment-là. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est des applications de simulation 3D avec des casques de réalité virtuelle. Donc là, vous avez l'image à droite. D'ailleurs, j'étais en train d'en tester un. Et ces casques, ils sont là pour nous rappeler que la mer monte. Alors, sans jeu de mots pour mes collègues de la Narbonnaise, mais les petits films qu'on a mis à l'intérieur, c'était sur la baie de Saint-Trope. Donc, on est en train de faire le film pour la côte rocheuse et la côte sableuse du parc marin, mais là, on n'avait pas encore eu le temps de développer l'outil à fond. Donc on était à Saint-Trope, il y avait toute la baie Saint-Tropez, et on se retrouvait les pieds dans l'eau parce qu'on pouvait simuler une augmentation du niveau de la mer de 0,5, de 1 mètre et de 1,50 m. Voilà. Donc c'était, c'est pas le tabouret, mais le tabouret, mais c'est quand même aussi de se retrouver sur une baie qu'on connaît et de voir qu'est-ce que ça engendre d'avoir une augmentation du niveau de la mer. Et ça, on le voit en réalité virtuelle, en 3D. Donc on tourne, on peut voir en haut, on peut voir en bas, et puis on voit la mer monte, et on se retrouve les pieds dans l'eau, et on se retrouve même noyé à certains moments. Donc il faut se déplacer. Les suites possibles, voilà, pour nous, elles sont aujourd'hui sur cet outil, sur ce recueil. Donc à savoir que ce recueil, en fait, il regroupe aujourd'hui une 60aine d'outils différents. Et il a été fait à l'échelle nationale. On a vu tout à l'heure un outil qui avait été fait à La Rochelle. On a mis 1 mois et demi à peu près à récolter toutes les informations. Ensuite, on a mis un bon mois et demi à mettre à jour le recueil, parce que tout le monde n'écrit pas de la même manière quand on doit décrire l'outil. Et donc nos collègues des associations de EDD là ont pris leur téléphone et ont appelé quasiment chaque fournisseur d'informations pour essayer d'homogénéiser la description des outils, pour essayer d'avoir des fiches qui soient toutes homogènes. Donc c'était un gros travail de rappel de tous les contributeurs pour avoir quelque chose d'à peu près similaire sur la construction des fiches. On a eu normalement une bonne, je pense que le recueil est assez complet, mais il n'est pas exhaustif malgré tout. Il en manque certainement. Et puis parce que depuis 1 an et demi, il y en a certainement des nouveaux, parce qu'on en a oublié, parce qu'on n'a pas pu contacter tout le monde malgré tout l'abattage qu'on a pu faire. Et donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir le mettre à jour, en se disant que certainement on en a oublié, certainement il y en a d'autres, et pouvoir les intégrer en fait à ce recueil-là. Et puis surtout, ce qu'on veut, et là aujourd'hui on est un peu limité sur des compétences internes, c'est pouvoir adapter ce guide au format web. C'est-à-dire que avoir une page web dédiée dans laquelle on aurait des filtres, et que ces filtres puissent, on puisse se dire, moi aujourd'hui je veux le public des élus avec un format de smartphone, et puis tel outil, tel guide, et qu'on ait une sélection des 5, 6, 8 fiches thématiques, qui ressortent avec ces points-là, quoi. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité en interne de pouvoir réaliser ce genre de produit, donc
Ça veut dire que en ce moment, je suis en train de regarder pour externaliser ça. C'est pas forcément ce qui est le plus simple, mais c'est pas non plus impossible, donc ça prend du temps. Mais c'est un petit peu la suite logique de ce guide de façon à ce qu'il puisse être utilisé plus facilement. Aujourd'hui, la seule possibilité de l'avoir, c'est d'aller sur notre site internet et de l'ouvrir. C'est un format Calameo. Là, vous avez le lien qui s'affiche. Donc, sur le site internet du parc, vous avez tous les documents qui sont liés à la démarche sur le terrain, donc toutes les présentations qui ont été faites et tous les guides, parce qu'il y en a, donc là on a le recueil des outils de sensibilisation, mais on a aussi un recueil sur les outils de connaissance qui a été réalisé. Et chaque atelier fait l'objet d'un film de 5-6 minutes. Donc tous les films sont également mis sur le site internet. Voilà, sinon là vous avez le Calameo. Donc le lien de la présentation a été mis dans le chat tout à l'heure. C'est un hyperlien, c'est un lien hyperactif que vous avez, donc vous pouvez cliquer dessus. Je vais pas le faire, mais ça ouvre directement le Calameo. Vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête à aller chercher sur notre site internet. Tout est mis à disposition. Voilà, et il est téléchargeable. C'est un Calameo téléchargeable qu'on a mis. Donc aujourd'hui, c'est le seul moyen de pouvoir profiter de ça, c'est de pouvoir soit télécharger le fichier PDF, soit de me demander. J'ai quelques exemplaires en version papier dans mon bureau, donc je peux aussi vous les envoyer, vous les faire passer. Et c'est le seul lien. Donc la suite logique, c'est vraiment de le mettre en format web de façon à ce qu'il soit plus facilement consultable. Voilà, c'était la petite présentation de notre guide, de notre recueil. Merci Grégory, c'est un gros travail aussi de synthèse de tous les travaux qui ont été menés. C'est bien effectivement qu'ils puissent être diffusés. Et donc du coup sur le PDF, on peut cliquer directement, ça renvoie vers chaque... Est-ce que ça renvoie quand on clique vers les pages des autres outils? En fait, par exemple, tu disais tout à l'heure le programme La Mer Monte. Est-ce que quand on va sur le programme La Mer Monte, il y a un lien qui nous permet d'accéder au site internet du parc de la Narbonnaise avec toute la description du... Alors, je me souviens pas si à l'époque le site de la Narbonnaise nous avait communiqué le lien, mais s'il nous l'a communiqué, oui, il est. Le seul petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, le Calameo, il est pas en lien hyperactif. Ou hyperlien, je sais plus comment est-ce qu'on dit. On est en train de le remédier là. Marie, notre chargée de com, là, est en train de le mettre à jour justement. Donc aujourd'hui, il faut que tu copies le lien dans ton navigateur, quoi. Ouais. Mais bon, c'est la prochaine évolution là. C'est dans les jours qui arrivent. J'ai eu un petit souci sur le transfert InDesign PDF avec hyperlien pour pouvoir le mettre sur Calameo, mais voilà, ça devrait se résoudre dans les jours qui viennent. Donc dans les prochaines heures, peut-être pas, mais dans les prochains jours, si tu cliques sur le contact mail ou sur le lien des fiches, donc vers le site internet, oui, tu pourras être directement orienté vers le site internet de l'outil. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégory. Dans le chat, il était censé y avoir un lien en fait pour qu'on puisse s'y rendre ou Ouais, il y a le lien de Focus Sky, la petite présentation que je vous ai faite. Ouais. D'accord, pardon. Ok. Est-ce que on pourrait, nous au pôle, disposer aussi du document papier, parce que comme on est un peu centre relais et que, voilà, en fait, ça pourrait permettre. Ouais, aucun souci. Ouais, je peux même t'en envoyer 2 ou 3 si tu veux pour éventuellement en avoir. Il n'y a pas de problème, ouais, bien sûr. Ouais. Merci. Je donc le note, le site des Salines de Villeneuve. Si tu trouveras mon adresse dans un des mails que j'avais dû envoyer à l'époque, mais je te le renvoie de suite. Je me permets rapidement, en fin de petit webinaire, là, on envoie un mail avec l'ensemble de la liste des participants et les mails de chacun pour que justement vous puissiez ensuite continuer à échanger. On mettra les liens de la présentation Focus Sky. Et, yes. Voilà, comme ça vous aurez accès Parfait. à tout ça. J'avais une question rapide en fait à Grégory au vu de tout ce travail également. Je voulais savoir, dans la diversité des personnes qui participent à ces différents ateliers, est-ce que vous avez des gens qui reviennent régulièrement, beaucoup de nouveaux, et qui sont ces personnes? Ouais. Alors effectivement, là, je me suis vraiment focalisé sur le recueil des outils, donc j'ai pas forcément détaillé le reste, mais sur l'ensemble de la démarche, on a eu pour l'instant 3 ateliers avec une 50aine de personnes présentes, et on a des personnes qui reviennent régulièrement. J'ai pas le tableau sous les yeux. On s'est amusé à faire, on s'est amusé. Oui, on s'est amusé, ouais. On s'est amusé à regarder par rapport aux participants les personnes qui étaient venues sur 1, 2 ou 3 ateliers, et on a aussi leurs origines géographiques et leurs origines d'attache sur les organismes d'origine, ce qui nous permet d'avoir une vision un petit peu globale. Juste une petite parenthèse, à la base, quand on a voulu faire cette démarche-là, c'était pour le parc marin,
notre territoire. Il va de Leucate à Cerbère, et c'était surtout à destination des membres du conseil de gestion pour qu'ils puissent vraiment appréhender ces questions d'érosion et de submersion, les problématiques d'aménagement du littoral. Et en fait, on a été très vite débordé. Alors débordé, c'est un gros mot que j'utilise, c'est plutôt dans le sens positif du terme qu'on va l'utiliser. Mais on a été très vite débordé avec une volonté de suivre nos différentes démarches, enfin la démarche et nos différents ateliers à une échelle beaucoup plus large, voire même à l'échelle régionale. Et j'en profite également, je fais une grosse parenthèse, mais j'en profite pour remercier tous les partenaires de la démarche ambition littorale parce qu'ils sont hyper nombreux. On a beaucoup d'experts, on a l'OBSCAT, l'Observatoire de la Côte Sableuse catalane, et l'ORCA, l'agence d'urbanisme catalane, qui nous accompagnent et qui sont des partenaires très proches parce qu'on est quasiment partenaire à 50% sur l'organisation. On a l'Adréal Occitanie et la DDTM 66 qui nous accompagnent à chaque fois aussi. On a la région Occitanie et le conseil départemental DPO. On a le BRGM et l'EID pour les experts. Et on a également l'Université Perpignan, le laboratoire du CEFREM. Et ensuite, on a les deux organismes EDD que j'ai cités tout à l'heure, la Belle Bleue et le Grain Occitanie. Donc, on couvre un panel quand même assez large, que ce soit des gestionnaires, que ce soit des élus aussi ou des représentations de l'État. Des représentants de l'État, et on a une cinquantaine de participants. Et là, le dernier atelier qui a eu lieu au début du mois de mars, c'était un atelier un peu particulier de la démarche ambition littorale. On s'est associé avec le plan Littoral 21, donc la région Occitanie et l'Adréal Occitanie, pour organiser un atelier plutôt orienté sur la gouvernance, et qui était pour repenser le littoral face au changement climatique, le littoral Occitanie. Voilà. Et si je continue un petit peu mon monologue avec un peu de pub, on a 2 ateliers qui vont arriver en 2021. Donc avec un an de retard grâce à la crise sanitaire. C'est le premier atelier, c'est sur les retours d'expérience et une boîte à outils. Donc quels sont les différents outils qui existent. Et là, je me permets de répondre du coup à la question de Ludovic de tout à l'heure. On va notamment présenter toutes les démarches et les stratégies qui aujourd'hui existent sur nos territoires, donc nos territoires de la région, et comment est-ce qu'ils s'imbriquent et à quoi est-ce qu'ils peuvent servir et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et y compris donc en termes financiers, parce que c'est bien d'avoir plein d'outils, mais des fois il y a des stratégies ou il y a des démarches qui nous permettent d'avoir de l'argent, et souvent c'est le nerf de la guerre. Beaucoup d'argent, ça c'est plutôt le ministère, mais des petites sommes aussi, mais qui peuvent être très utiles. Et là, par exemple, on a des appels à projets comme celui du parc qui nous permet d'avoir des petits financements et qui permet d'avoir des actions. Donc ça, c'est le prochain atelier. Et on a un atelier prospectif aussi parce que notre littoral, il est bien, mais là, on a passé 3 ans à discuter connaissances, à discuter sensibilisation, à discuter GEMAPI, à discuter boîte à outils, à discuter stratégie. Mais quid de notre avenir, quid du littoral à venir et de notre littoral à 2050. Voilà, donc ça, c'est notre dernière étape. Voilà, je vous ai tous assommés, dis donc. Non, c'était très intéressant. Je pense qu'on va tous aller regarder le Calaméo et rentrer un peu plus en détail pour... N'hésitez pas à aller sur le site du parc aussi, dans la démarche ambition littorale. Vous avez vraiment tous les documents, on met tout en ligne. Que ce soit les comptes rendus, que ce soit les présentations qui sont faites, que ce soit les guides ou les recueils, enfin voilà, on met vraiment tout en ligne, y compris les films. Ce sont des films d'ambiance, donc ça vous permet de comprendre un peu comment les ateliers sont passés, mais il y a 3 ou 4 films qui ont été produits là dans le cadre de la démarche. Et faut pas hésiter. Oui, moi je veux dire que j'essaye depuis que je suis président du conseil de gestion d'inculquer que justement notre structure ne fonctionne que grâce à l'argent public qui vient de Paris. Moi, je suis très local, vous l'entendez à mon accent, mais je dois le reconnaître. Et je veux que le simple citoyen qui rentre dans le Parc-Marin, qui a besoin d'un document ou d'un renseignement, eh bien, si on l'a, il faut lui donner. Voilà. Et c'est dans cet esprit, et je remercie Grégory qui le précise, vous vous connectez, si on le sait, on vous le dit. Juste peut-être 2 mots. D'abord, merci Grégory pour cette présentation, c'était super intéressant. Et je vais aller récupérer certains documents, je pense. Moi, en tant que gestionnaire de zones humides et de cordon littoral,
je trouve à l'heure d'aujourd'hui que l'interface terre-mer, elle n'est pas suffisamment soulignée. J'ai l'impression que sur ces questions d'érosion du littoral, il y a beaucoup de choses qui se font par les gestionnaires de milieux marins, qui se font par certaines collectivités, mais que les gestionnaires de zones humides qui sont derrière ce littoral sont pas suffisamment associés. Ou alors, il y a des choses qui sont faites par ces gestionnaires-là aussi, de leur côté, mais ça manque de lien entre les deux aspects, zones humides et zones maritimes, j'ai envie de dire, ou plus interface littorale. Et c'est bien que Nathalie soit là, parce que je pense qu'il y a vraiment plus de liens à faire entre les gestionnaires zones humides d'un côté et les gestionnaires milieux marins de l'autre. Ouais, si je peux me permettre un petit complément. Alors sur les zones humides, effectivement, c'est pas forcément et encore que la chance d'être dans un parc marin pour ceux qui le sont, c'est que justement on a une facilité peut-être à faire se rencontrer, à faire discuter pas mal d'acteurs qui jusqu'à présent ne se rencontraient pas. C'est un peu dans le cas, c'est un peu à l'échelle du conseil de gestion du parc où tu vas avoir tous les acteurs de la mer, que ce soit des professionnels, que ce soit des associatifs. Et à cet égard-là, en fait, quand on parle nous de la mer et quand on parle d'érosion ou de submersion, on a quasiment à chaque échange et chaque réunion, on a les syndicats de bassins versants qui sont présents et qui aujourd'hui commencent à comprendre en fait l'intérêt de leur mission sur les rivières ou sur les fleuves au regard de nos problématiques d'érosion. Et donc, on commence à travailler de plus en plus main dans la main avec les syndicats de rivières pour comprendre que un déchet sur une rivière, automatiquement il est en mer. Un prélèvement de sable ou un barrage sur un fleuve, c'est du sable en moins pour moi et du coup j'ai plus de matière à mettre sur mes plages. Etc. quoi. Voilà. Donc, ce lien-là, en tout cas, il se fait assez naturellement, j'ai envie de dire, dans le parc. Après, effectivement, c'est lié à la structure. C'est la chance d'avoir un parc marin sur un territoire. Oui, moi je voudrais donner une précision supplémentaire. Je me permets de vous appeler Ludovic, parce que je vois votre nom. Vous avez entièrement raison, mais ça vient de la conception des structures. Par exemple, le parc marin, pendant des années, on nous a dit, vous réfléchissez les pieds dans l'eau. Et puis quand j'allais au conservatoire du littoral, on me disait, non, toi là, il faut que tu réfléchisses les pieds sur le sable. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Il en reçoit des traumatismes qui font que quand on est sur le sable, moi, depuis que je suis dans toutes ces structures, je m'oblige à regarder la mer et derrière la mer. Et quand je vais dans la mer, je regarde la terre. Mais c'est le moyen de financement qui fait ça. Hein? Mais vous avez entièrement raison. Et on le voit, nous, avec les gros, où on nous demande de nous en occuper, et on nous dit, vous n'avez pas la compétence. Donc, il faut prouver que ce gros a un impact sur la mer pour qu'on puisse travailler. Alors que ça vient instinctivement, vous avez raison. Excusez-moi, hein, j'interviens, mais... C'est bien, c'est très intéressant, très complémentaire. Il est 10h29. Après ces échanges qui étaient riches, on peut prendre peut-être un dernier commentaire ou une conclusion ou une dernière question avant de conclure. Et comme je vous le disais, on vous enverra donc du coup un mail avec effectivement le lien, la liste des participants, et nous mettrons aussi sur notre site internet donc le replay de cette session qui a été enregistrée, hein, vous avez prévu, ainsi que les présentations des intervenants. Et on vous invite à l'idée c'est de pouvoir continuer les échanges a posteriori, effectivement, si vous le souhaitez entre vous.
Oui, simplement, je me permets d'intervenir. Si cela vous convient, je me permettrai peut-être de vous contacter en bilatéral, certains d'entre vous, pour mieux comprendre ce qui peut être fait sur les thématiques de solutions fondées sur la nature par rapport justement à cette thématique d'adaptation. Voilà, parce que par rapport à vos différentes interventions qui étaient passionnantes, je pense que voilà, vous auriez beaucoup de choses à m'apprendre et dans le cadre de ce projet artisan, on cherche justement à valoriser ce qui est mis en œuvre au niveau de l'Occitanie. Au revoir Nicolas. Au revoir. Merci encore. C'est vrai que moi je trouve que là où on a encore beaucoup à creuser, ça rejoint aussi ce que disait Ludovic, c'est que le gestionnaire est quand même vraiment un peu à la jonction de ces différents mondes entre ce que le chercheur peut apporter, ce qui se passe avec les parcs marins quand eux sont par contre sur des zones humides. On a toujours cette idée qu'il faut travailler sur le recul stratégique. Or, on n'a pas, peut-être qu'on travaille pas suffisamment avec la stratégie aussi du conservateur du littoral, donc davantage travailler sur l'aspect foncier, son évolution, changer le point d'ancrage des gens. Nous, c'est aussi l'objectif qu'on donne pour nos futurs ateliers avec Béatrice Lemoyle, qui est psychologue de l'environnement. Donc, c'est le problème, c'est de faire changer le point de vue des gens. Parce qu'on sait bien que les financements conditionnent beaucoup la GEMAPI et nos organisations. Mais on n'est pas dans un système parfait. On voit bien qu'on a beaucoup de liens à faire, beaucoup plus de solidarité à créer pour que les gens comprennent le point de vue des autres, qu'ils soient terriens ou marins. Donc, c'est là-dessus qu'on doit créer vraiment des lignes d'action. Vraiment, c'est très concret. Alors, je ne sais pas trop comment ont travaillé justement les gestionnaires du parc de la Narbonnaise. Ils ont commencé à intégrer des choses dans leur plan de gestion. Moi, c'est un point qui m'intéresse et qu'il faudra peut-être que j'aille creuser dans ce sens-là aussi pour savoir comment ils articulent ça avec le changement climatique. Mais je reconnais que c'est ce qui semble manquer partout dans les sages, c'est comment on intègre vraiment le changement climatique ou tous ces problèmes de submersion marine dans les schémas d'aménagement et dans ce que les élus peuvent nous aider à mettre en place. Juste un tout petit complément là sur. Je suis désolé, je reprends la parole 2 secondes, mais par rapport à ce que vient de dire Nathalie, j'ai complètement oublié de citer dans nos partenaires de membres du comité de pilotage d'Ambition Littorale le conservatoire du littoral justement. Voilà, donc ça y est, j'ai réparé ma bévue. Très bien. Nous vous mettrons aussi en lien, Sophie, je ne sais pas si tu l'avais mis sur la dernière diapositive, mais de toute façon, on ne pouvait pas forcément accéder au lien sur la diapo, donc on la mettra aussi sur notre site internet en lien. Je pense que vous étiez au courant qu'il y avait eu un webinaire, un séminaire de 3 jours, il me semble, sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, justement dans le cadre du projet Life Nature Adapt, qui a eu lieu il y a quelques semaines, il me semble. Sophie, si je me trompe pas, ou la semaine dernière. Oui, en fait, on vous remettra les documents, mais c'est vrai que si il y a eu tout un webinaire, un web séminaire qui était dédié justement à ça, adapter la gestion des espaces naturels littoraux au changement climatique. Donc, si jamais vous n'avez pas pu y assister, sur le site internet de Life Nature Adapt, il y a tous les documents, toutes les ressources qui sont données. Il y avait pas mal d'outils, d'initiatives qui ont été présentées durant ces 3 jours de webinaire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. C'est des ressources aussi très intéressantes pour vous qui travaillez ou vous intéressez au sujet. Et puis, j'ai remis aussi, normalement, là, ce sera plus sur le sujet d'adaptation au changement climatique de manière un peu plus large, mais on a mis un questionnaire en ligne au sein du réseau des gestionnaires, donc on vous fera passer le lien là-dessus parce qu'on va organiser du coup un atelier d'échange d'expériences sur le sujet changement climatique et solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc n'hésitez pas à répondre au questionnaire pour qu'on puisse mieux cerner les besoins en Occitanie et puis proposer une journée d'échange vraiment adaptée à vos besoins. Merci Sophie. Donc on remet tout ça sur notre site internet, sur la page effectivement du réseau des gestionnaires, où vous trouverez aussi le programme du prochain Café Génial du mois prochain, qui sera sur la thématique de la gestion de la fréquentation dans un espace naturel. Voilà. Et je vais vous quitter, moi, pour rejoindre un séminaire sur les paiements pour services environnementaux, maintenant organisé par Interparc Massif Central. Donc voilà, c'est un autre milieu. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour les interventions. Merci à vous.
À bientôt. Très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.